Le stress au travail. L'impression d'être submergé, de se sentir toujours fatigué, même après la fin de semaine. Ça vous dit quelque chose? Vous n'êtes pas seul. Au Québec, près d'un travailleur sur 3 vit avec un niveau de détresse psychologique lié à son emploi. C'est une réalité concrète pour des milliers de personnes. Souvent, la source de cette détresse n'est pas personnelle. Elle vient directement de l'organisation du travail. Quand la pression, la charge ou les pratiques de gestion commencent à affecter négativement votre santé physique et mentale, on parle alors de risques psychosociaux. Pour bien comprendre les risques psychologiques au travail, il est important de bien définir la santé psychologique. L'OMS décrit la santé psychologique comme un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Au travail, cela se traduit par un état d'équilibre cognitif, émotionnel et comportemental qui permet à la personne de réaliser ses tâches de travail, d'entretenir des relations professionnelles, de participer aux activités de son milieu de travail et d'en tirer satisfaction. La santé psychologique fonctionne comme un continuum, allant du bien-être jusqu'à la maladie mentale. Entre ces deux pôles, on retrouve une zone de difficulté d'intensité variable, comme la détresse ou le stress au travail. Même si ces états sont souvent passagers et peuvent être adressés, leur impact, lui, est souvent bien réel autant pour les personnes que pour les organisations. Alors, qu'est-ce qu'un risque psychosocial? Selon la définition officielle de l'INSPQ, ce sont des facteurs dans l'environnement de travail qui peuvent nuire à notre santé physique ou psychologique. Autrement dit, ce sont tous les éléments qui peuvent nous faire glisser sur le continuum de la santé et nous tirer vers la zone rouge. Ces facteurs de risque sont liés à l'organisation du travail, aux pratiques de gestion, aux conditions d'emploi et aux relations sociales. Pour agir efficacement, il est utile de les regrouper en deux catégories. Les facteurs fondamentaux, qui, lorsqu'ils sont déficients, créent un environnement propice aux problèmes. Et les risques plus spécifiques, qui sont les manifestations directes de ces problèmes au quotidien. Le premier facteur de risque fondamental est la charge de travail élevée. La charge de travail, ce n'est pas juste la quantité de travail et les contraintes de temps. C'est aussi les exigences mentales et émotionnelles ainsi que les interruptions et imprévus. Une charge de travail devient un risque quand il y a un déséquilibre constant entre les demandes et les ressources disponibles. Ça peut se manifester par des objectifs irréalistes, des demandes contradictoires, des interruptions constantes qui empêchent de se concentrer, un manque de personnel ou des outils inadéquats pour bien faire le travail. Le deuxième facteur est la faible autonomie décisionnelle. L'autonomie au travail, c'est la possibilité d'avoir une certaine influence sur son travail, pouvoir choisir ses méthodes, participer aux décisions qui nous concernent ou avoir l'occasion d'utiliser et de développer ses compétences. Une faible autonomie, c'est le contraire. Des horaires stricts sans flexibilité, des procédures rigides qui ne laissent aucune place à l'initiative ou des changements importants qui sont imposés sans consultation. Le troisième facteur est la faible reconnaissance. Elle prend plusieurs formes. Il y a la reconnaissance économique, mais la reconnaissance au travail ne se limite pas au salaire. Il y a aussi la reconnaissance sociale, comme se sentir respecté, recevoir des remerciements sincères et voir ses efforts soulignés. Et il y a la reconnaissance organisationnelle, qui passe par la sécurité d'emploi, des possibilités de formation ou des perspectives de carrière. Le manque de reconnaissance survient quand les efforts ne sont pas vus ou pas appréciés à leur juste valeur. Pour être efficace, la reconnaissance doit être authentique et axée sur le travail accompli, sur les efforts déployés et non sur la personne elle-même. Le quatrième facteur est le faible soutien social, qui se divise en deux sources distinctes, le supérieur immédiat et les collègues. Le soutien du supérieur, c'est sa capacité à être disponible, à écouter, à donner de l'information claire et à offrir de l'aide concrète. Et c'est aussi la façon dont il traite les employés, avec dignité et respect.
Le soutien des collègues, c'est l'esprit d'équipe, la cohésion du groupe, l'entraide et la collaboration. Un faible soutien se manifeste par l'isolement, un climat de compétition malsaine, des conflits non résolus ou des remarques hostiles. Le dernier facteur fondamental est la justice organisationnelle déficiente. Comme pour le soutien, la justice a deux visages. Il y a la justice procédurale, qui concerne la manière dont les décisions sont prises et appliquées, comme la clarté des règles et l'équité dans l'application de celles-ci, la transparence des décisions et la possibilité de s'exprimer et d'être entendu. Et il y a la justice distributive, qui concerne la répartition équitable des salaires, des ressources, des récompenses et des opportunités, ainsi que le traitement équitable des promotions. Un manque de justice peut se voir dans des processus de décision perçus comme arbitraires, du favoritisme ou une communication incomplète qui laisse place aux rumeurs. Le sentiment d'injustice est particulièrement corrosif pour le climat de travail, car il brise la confiance. Le harcèlement psychologique a une définition précise dans la Loi sur les normes du travail du Québec. C'est une conduite vexatoire, c'est-à-dire blessante ou humiliante, qui se manifeste par des paroles, des gestes ou des comportements. Pour être qualifié de harcèlement, cette conduite doit généralement être répétée, être hostile ou non désirée, porter atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne et rendre le milieu de travail néfaste pour elle. Il y a une nuance très importante à la définition du harcèlement. Même si on parle souvent de conduite répétée, la loi précise qu'une seule conduite grave peut aussi être considérée comme du harcèlement si elle a des conséquences négatives durables. La violence en milieu de travail est un terme plus large qui englobe toute menace ou utilisation réelle de la force susceptible de causer une blessure à un travailleur, y compris les menaces qui instillent la peur d'une blessure. La violence peut venir de l'interne, c'est-à-dire entre collègues, superviseurs et employés. Elle peut aussi être externe, venant de clients, d'étudiants ou de fournisseurs. Elle peut survenir sur le lieu de travail ou dans le cadre du travail. La violence peut se manifester de plusieurs façons. Il y a la violence physique qui ne se limite pas aux coups. Elle inclut des gestes comme détruire des objets ou frapper un mur pour intimider, faire des menaces de violence physique, ainsi que les agressions sexuelles. Ensuite, il y a la violence psychologique. On parle ici de dénigrer ou de critiquer une personne, de répandre des rumeurs pour l'isoler socialement, de saboter son travail, de crier, d'insulter ou de menacer. La violence peut aussi prendre des formes plus précises qui impactent le travail, comme la violence conjugale, à caractère sexuel, familiale, économique ou la cyberviolence. Il faut d'ailleurs souligner que l'une de ces formes, la violence à caractère sexuel, est maintenant spécifiquement définie et encadrée par la loi au Québec pour mieux protéger les victimes. Un événement potentiellement traumatique, ou EPT, est une exposition à une situation extrême, impliquant la mort, une menace de mort, des blessures graves ou de la violence sexuelle. L'exposition peut être directe, en tant que victime ou témoin, ou indirecte, par le biais d'un proche ou par une exposition répétée dans le cadre du travail. Les EPT peuvent mener à des problèmes comme le trouble de stress post-traumatique, le trouble de stress aigu, l'anxiété et la dépression. Le climat de travail est défini principalement par les 5 facteurs fondamentaux. Si ces facteurs sont déficients, ils deviennent des facteurs de risque. Ces mêmes facteurs, lorsqu'ils sont gérés de manière saine et constructive, deviennent des facteurs de protection. Quand le milieu de travail est malsain, les risques spécifiques sont souvent amplifiés ou restent sans résolution. Par exemple, un manque de justice organisationnelle ou un faible soutien peut créer un milieu propice au harcèlement ou rendre les employés plus vulnérables face à la violence. L'exposition prolongée et répétée de ces risques peut avoir des effets très néfastes sur la santé physique et mentale des travailleurs. Ils peuvent entraîner une dégradation du climat de travail, une perte de productivité, une augmentation du taux de roulement et une hausse de l'absentéisme.
Ces conséquences peuvent nuire à leur tour à la santé psychologique des travailleurs. Face à ces risques, il y a 3 niveaux de prévention. On peut intervenir après qu'un problème soit survenu, en soutenant et en accompagnant la personne affectée pour prévenir le développement de problèmes de santé psychologique. On peut aussi outiller les individus pour qu'ils puissent mieux faire face aux risques et aux situations difficiles. Mais la plus importante et la plus efficace à long terme, c'est de maintenir un milieu de travail sain en agissant sur l'organisation du travail et les pratiques de gestion pour prévenir les problèmes de santé psychologique, plutôt que de se concentrer uniquement sur l'individu. Tous les risques psychosociaux sont interdépendants et convergent pour influencer la santé psychologique globale des employés. La loi modernisée sur la santé et la sécurité du travail au Québec oblige les employeurs à identifier et à prévenir ces risques. Mais au-delà de l'obligation légale, c'est un choix stratégique. Un milieu de travail sain est un milieu où les gens sont plus engagés, plus innovants et plus performants. Cela demande un engagement de la direction, mais aussi l'implication de chaque personne dans l'organisation pour bâtir et maintenir un climat de respect, de soutien et de confiance. La prévention des risques psychosociaux est l'affaire de tous.